Les valves jouent un rôle capital dans le rendement du système cardiovasculaire. Si elles sont plus étanches, il y a des conséquences que vous allez nous expliquer. Et je vais rappeler que vous êtes bien sûr cardiologue. Je ne vais pas rappeler tout votre pédigré parce que ça prendrait trop longtemps. Vous avez fait des tas de choses. On peut vous retrouver sur Internet aussi dans des petits clips que vous avez eu la gentillesse de tourner avant les entretiens médicaux d'Anguin, notamment pour alerter les femmes sur les dangers du tabac, la ménopause, toutes ces choses-là. Vous connaissez la règle, moins 5 minutes. Un petit coup de clochette. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre des écrans à l'extérieur, vu le succès de l'audience. Non, pas encore, il reste des tables là-bas. Donc, bravo en tout cas. Alors, on a vu la rythmologie, on a vu comment ça marchait un petit peu, le cœur. On va parler des valves. Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que les cardiologues et les patients ont une chance folle parce qu'on a des progrès extraordinaires depuis 20 ou 30 ans. On vient de nous montrer le Carmat. Mais tout ça est l'aboutissement de progrès tant sur le plan du diagnostic, c'est-à-dire qu'on a un développement des différentes imageries, et je vais vous en citer au moins 3 essentielles dans notre domaine, qui sont l'échographie. Vous avez tous entendu parler de ça. C'est des méthodes non invasives qui sont basées sur de l'imagerie qu'on reçoit d'ultrasons qu'on envoie par une sonde, l'IRM et le scanner. Ces 3 éléments deviennent absolument fondamentaux quand on parle de valvulopathie. Et puis, le traitement. Alors, effectivement, le Carmat pour l'ensemble du cœur, qui va peut-être remplacer un jour la transplantation, mais pour les valves, eh bien, on a appris à les remplacer, c'est la mise en place de prothèses, et on a surtout appris à les réparer, vous allez voir dans quel cas. Et maintenant, eh bien, il y a maintenant l'avènement d'interventions qui ne passent pas par l'ouverture du thorax, mais on est capable de changer des valves en mettant des valves par voie percutanée. Donc ça, c'est des évolutions extraordinaires qui intéressent certaines valves et qui sont en train de progresser. Peut-être qu'un jour, eh bien, je ne dirais pas que le chirurgien va disparaître, mais en tout cas, il y aura beaucoup de remplacements par voie interventionnelle, par voie périphérique, et on n'aura plus ces sternotomies que vous avez probablement déjà vues. Alors, le cœur, vous avez vu un petit peu qu'il y a en fait une unité anatomique, mais qu'en fait, il y a 2 cœurs. Il y a un cœur droit, il y a un cœur gauche. Ils sont ensemble, mais ils ont des fonctions différentes. Et pour chaque ventricule et oreillette, c'est-à-dire pour le cœur droit, vous aurez 2 valves. Une valve qui va recevoir le cœur, qui est une valve auriculo-ventriculaire. Pour le cœur droit, elle s'appelle la tricuspide. Pour le cœur gauche, elle s'appelle la mitrale. Et puis 2 valves qui vont éjecter le sang, qui sont la valve pulmonaire à droite et la valve aortique à gauche. On va surtout s'intéresser aux valvulopathies du cœur gauche, parce que comme vous allez le voir, c'est elles qui sont malades en priorité. C'est exceptionnel qu'on ait des anomalies des valves du cœur droit, si ce n'est en retentissement de pathologie du cœur gauche, en particulier pour la tricuspide. Alors ces valves, quand on fait une coupe transverse, je ne trouve pas la flèche, mais je vais la trouver peut-être. Non. Vous pouvez m'aider pour la flèche? On va vous aider. Un pointeur. Allez-y, parlez. Elle est où la flèche? Elle est là, c'est le rouge là. C'est celui-là en haut, rouge. Voilà, d'accord. le rouge. Bon, je ne sais pas. Bon, quand on fait une coupe transverse, peu importe, c'est ce que vous avez à droite. Vous avez la valve mitrale, la valve tricuspide, vous voyez, c'est marqué, l'aorte et la pulmonaire. Et il est évident que si les valves se mettent à fuir, c'est-à-dire qu'elles ne se ferment pas normalement, qu'elles ont des anomalies de leur texture, de leur mobilité, eh bien, elles vont fuir. Et elles vont fuir dans l'oreillette, dans la cavité qui est en aval. Pour l'aorte, ça va descendre dans le ventricule gauche, on va appeler ça une insuffisance aortique. Et pour la mitrale, ça va refluer dans l'oreillette. Je vous rappelle qu'en arrière de l'oreillette gauche, il y a le poumon. Et dans une insuffisance mitrale, l'oreillette va se mettre à grossir, le poumon va être surchargé et ça va donner de l'œdème pulmonaire. À l'inverse, les valves, elles peuvent être rétrécies. Elles vont s'abîmer avec le temps, un peu comme, excusez-moi l'expression, d'un joint de robinet qui va s'encrasser. Et à ce moment-là, le cœur, il va être obligé de pousser pour éjecter. On va avoir un rétrécissement au niveau de l'aorte. C'est souvent, on va le voir, des pathologies du sujet relativement âgé.
Ou, en ce qui concerne la mitrale, ça va être un rétrécissement mitral. C'est une pathologie actuellement extrêmement rare qui était due à une maladie ancienne qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui malheureusement sévit encore dans des pays assez proches de nous, en particulier dans le Maghreb, mais qui, Dieu merci, depuis au moins 60 ans, n'existe quasiment pratiquement plus en France. Donc ça peut fuir, ça peut être rétréci, et ça peut fuir et être rétréci. À ce moment-là, on va parler de maladie aortique, il y a une insuffisance et un rétrécissement, et de maladie mitrale, il y a une insuffisance et un rétrécissement mitral. Alors, qu'est-ce que vous allez ressentir, le patient? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Eh bien, le premier symptôme, c'est de l'essoufflement. C'est-à-dire que si le cœur ne peut plus éjecter du sang, eh bien, dès qu'on va faire un effort, eh bien, on va être anormalement essoufflé. Alors, il faut se méfier de cet essoufflement parce que parfois, les malades sont habitués. C'est-à-dire que depuis très longtemps, ils sont un peu moins performants. Alors, ils vont dire c'est l'âge, ils vont dire je ne suis pas faite pour faire du sport, etc. Ceci étant, dès qu'il y a un essoufflement inhabituel ou un essoufflement qui s'aggrave, eh bien, il faut aller consulter. Et le médecin généraliste, ou a fortiori le cardiologue, il va entendre quelque chose d'anormal dans le cœur, à l'auscultation, qu'on appelle un souffle. Le souffle, ça peut recouvrir toutes les valvulopathies. Ça peut fuir, ça peut être rétréci. C'est un bruit anormal à l'auscultation. Et c'est le cardiologue qui va permettre de définir pourquoi ça fuit. Alors, il y a d'autres symptômes. Il peut y avoir carrément des syncopes. Si vous avez un rétrécissement aortique, le sang ne passe plus, le malade il va faire un effort, pouf, il va tomber. Donc, une syncope, c'est naturellement une indication formelle à remplacer cette valve. Ça peut être malheureusement la mort subite. C'est exceptionnel actuellement parce que Dieu merci, des gens sont suivis. Mais on a connu par le passé des patients qui faisaient un effort et qui tombaient. C'est clair que si l'orifice devient extrêmement serré, le sang ne peut plus passer et le malade tombe dès qu'il fait un effort. Donc, la syncope, l'essoufflement, la douleur, parce qu'on a vu les coronaires tout à l'heure, si les coronaires ne sont plus irrigués, parce que le sang ne passe plus dans la valve, eh bien, le cœur va être asphyxié et il va y avoir des douleurs qu'on appelle des douleurs d'angine de poitrine. Donc, voire des palpitations. On vient de parler de la rythmologie, de la fibrillation auriculaire. Quand une valve mitrale en particulier est rétrécie ou qu'elle est fuyante, l'oreillette va se dilater, l'oreillette va souffrir et par conséquent, il ne peut pas y avoir de la fibrillation auriculaire. Donc, tous ces symptômes, essoufflement, douleur thoracique, palpitation, eh bien, ça doit naturellement vous faire consulter et on va entendre un souffle et on va se dire, tiens, il y a peut-être une valvulopathie. Alors, on va faire juste une épidémiologie rapide de quelles sont les fréquences de ces valvulopathies. Et on a la chance d'avoir eu le congrès européen il y a quelques semaines et qui nous a montré un petit peu comment évoluaient en Europe les valvulopathies. Et ça de façon comparative à ce qu'il y avait par exemple en 2017. Vous voyez, c'est le schéma de droite. Indiscutablement, nous vieillissons tous. On a la chance de vivre de plus en plus âgés, souvent en très très bonne forme, et donc les valvulopathies du sujet âgé vont progresser. Et en particulier, ce que vous voyez en rouge, ce sont les rétrécissements aortiques. Et il y a inéluctablement lié au vieillissement de la population, j'aime pas tellement le mot vieillissement, mais enfin à la prolongation de l'espérance de vie, eh bien on a des rétrécissements aortiques de plus en plus fréquents. C'est vraiment la valvulopathie la plus fréquente actuellement. On voit également en vert les insuffisances mitrales, qui sont aussi des fuites, des valvulopathies qui sont très fréquentes, qui sont généralement dégénératives. On a en jaune les rétrécissements mitraux. Je vous ai dit qu'il y avait quasiment plus de rhumatisme articulaire aigu en Europe. Eh bien, ces rétrécissements mitraux avaient essentiellement comme origine le rhumatisme, ils sont en train de disparaître. Et puis le reste, eh bien, les insuffisances aortiques qui sont aussi en bleu et qui sont actuellement également en régression. Et puis les polyvalvulopathies en marron. Les polyvalvulopathies, c'est les patients qui ont une pathologie de la mitrale et une pathologie de l'aorte associée. Et là également, ça augmente parce que plus on prend de l'âge et plus on a une espérance de vie importante et plus eh bien, on va être soumis, on va pouvoir avoir des doubles valvulopathies qui ne sont pas toujours très faciles à traiter. Alors, les outils, eh bien, on a un outil extraordinaire qui est l'échographie.
Alors l'échographie, ça ne fait pas de mal, c'est pas invasif, on ne rentre pas dans un caisson, c'est absolument pas toxique, on ne fait pas d'injection, rien du tout, il n'y a pas de contre-indication. Vous savez que c'est ce qu'on utilise pour surveiller les grossesses. Eh bien, c'est la même technique pour le cœur. Et l'avantage, c'est que comme le cœur, ça bouge, eh bien, on est capable d'avoir une image en mouvement, et c'est ce que je vais vous montrer. Énorme évolution technologique, tant sur le plan de la qualité de l'imagerie, que de l'information que ça va vous donner, que de la miniaturisation. C'est-à-dire que maintenant, on a des échos qu'on va pouvoir brancher sur un smartphone. On n'aura plus que la sonde, et on peut imaginer que dans des situations d'urgence où on n'a pas à trimballer une grosse machine, eh bien, ça sera extrêmement utile. Donc, énorme évolution technologique, avec maintenant des machines qui ont de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est juste éblouissant. Donc, facile, très accessible, et ça coûte pas cher. Donc, et ça vous permet très rapidement de faire et un diagnostic, et une quantification de la valvulopathie, et une indication éventuellement thérapeutique. Alors, on va essayer d'avancer pour vous montrer d'abord comment ça marche une valve normale. Là, vous avez une valve aortique normale. La valve aortique, elle est constituée de 3 petits clapets. On appelle ça des sigmoïdes. On compare ça à un sigle Mercedes, vous voyez. Donc, les valves sont fines, vous voyez très bien en haut. En bas, c'est de l'imagerie tridimensionnelle, parce qu'on est capable maintenant de faire de l'imagerie tridimensionnelle. Et vous voyez l'aspect anatomique normal de la valve en péropératoire, et vous voyez les 3 sigmoïdes qui s'ouvrent très bien et qui laissent passer le sang tout à fait normalement. Quand la valve s'abîme, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. La valve, elle est totalement rigide, elle est calcifiée. C'est ce que vous voyez au milieu de l'écran. Ça, c'est la vision anatomique en haut à gauche. Et on va pouvoir analyser le degré de rétrécissement de ce rétrécissement aortique. Et on va utiliser une technique qu'on appelle le Doppler, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la vitesse avec laquelle le sang traverse la valve. Et c'est facile de comprendre que plus la vitesse va être rapide et plus le rétrécissement va être serré. Donc ça nous permet, nous, de suivre nos malades, parce que ça commence par une sténose aortique qui n'est pas très serrée. Et puis petit à petit, c'est une maladie évolutive, donc il faut absolument se faire suivre quand on a un rétrécissement aortique pour ne pas rater le rendez-vous où on va être obligé de changer la valve, ce qui est une pratique maintenant extrêmement courante, avec un résultat quasiment parfait dans la suite. Alors, ça, c'est le rétrécissement aortique. Puis, ce qu'on met, c'est une prothèse. On va mettre une bioprothèse, parce que c'est des patients qui sont un petit peu âgés, au-delà de 65 ans. Ça évite de prendre des anticoagulants, mais cette prothèse a une durabilité relativement restreinte, et au bout de 15 ans, eh bien, on va la changer, et maintenant, on va la changer par voie percutanée. Le plus souvent, c'est une prothèse biologique. Alors, effectivement, on les change maintenant par voie percutanée au-delà d'un certain âge. Là, j'étais en train de descendre petit à petit parce que les résultats sont magnifiques. Et on appelle ça le TAVI, le Transaortic Valve Implantation. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on ne va plus ouvrir le thorax. Alors, au début, on a réservé ces techniques aux patients qui étaient fragiles, âgés, dont on se disait que la chirurgie allait être une épreuve extrêmement lourde. Et donc, on a petit à petit vu le succès de cette technique. On passe par voie fémorale, par l'artère, on remonte avec une prothèse qui est complètement repliée comme un parapluie, et puis on va l'amener jusqu'au cœur, jusque dans l'aorte, et là, on va écraser la valve qui est calcifiée, on va mettre à la place une nouvelle prothèse. Ça s'appelle un TAVI, et de plus en plus, l'âge descend. Maintenant, on en est aux dernières recommandations, au-delà de 75 ans. Donc, vous voyez, 75 ans, maintenant, c'est plus très vieux. Eh bien, on est apte à recevoir ce type de traitement, et c'est vraiment miraculeux. Ça a complètement transformé la survie de nos malades. Alors, il y a d'autres causes, je vais passer rapidement, mais il peut y avoir des causes congénitales, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui ont des valves mal formées. En particulier, la plus fréquente, c'est la bicuspidie. Elle peut être fuyante ou rétrécie. Je vais passer, mais ça fait partie des rétrécissements aortiques des sujets jeunes. Je vous ai dit que c'était plutôt les sujets au-delà de 70 ans. Là, effectivement, on peut avoir des rétrécissements aortiques chez des sujets plus jeunes, et c'est généralement des bicuspidies, où ça peut fuir, et là aussi, c'est des sujets beaucoup plus jeunes. Fuite aortique chez un sujet jeune, a priori, c'est une bicuspidie. Donc, beaucoup de causes. Les insuffisances aortiques, maintenant. Eh bien, c'est souvent des anomalies qui sont liées à des dilatations du tuyau, l'aorte. C'est-à-dire que le cœur, il éjecte dans un tuyau, on a vu tout à l'heure, qui s'appelle l'aorte. Il peut y avoir des dilatations, ça s'appelle des anévrismes, mais à ce moment-là, l'anneau est dilaté et la valve fuit. Ça, c'est dommage parce que la valve est normale. Donc, on va réparer le tube, on va mettre un tube qui tient bien,
Et puis, généralement, on va garder la valve, on va faire une plastie aortique. Je vais me dépêcher. Non, 5 minutes encore, c'est bon. 5 minutes. Ça, c'est une fuite aortique. Vous voyez qu'on a 2 modalités. On a la couleur qui représente le flux à travers la valve. Et vous voyez qu'il y a une fuite, c'est ce que vous voyez en jaune, qui est due en fait à un prolapsus, c'est-à-dire à une des petits clapets qui passe sous l'anneau et qui va donc être à l'origine d'une fuite, puisque les 2 valves, les clapets ne se ferment plus correctement. Alors, les maladies aortiques, c'était avant le rhumatisme. Je voudrais quand même dire un mot des causes médicamenteuses, puisqu'il n'y a plus de rhumatisme actuellement. Et il y a eu beaucoup de fuites aortiques qui ont été, ou de fuites mitrales, qui étaient dues à un médicament, qui était un anorexigène, un coupe-faim, qui a été donné pendant très longtemps jusqu'en 2009. Et malheureusement, c'était souvent des femmes qui se trouvaient un petit peu trop grosses. Et puis, on leur a donné des médicaments pour maigrir. Et il y a eu ce drame du Mediator, où on a retrouvé donc des valvulopathies restrictives aortiques et mitrales, souvent. Et c'est souvent, ça ressemblait beaucoup à du rhumatisme. Donc, je pense que ça explique le temps qu'on a mis, nous, cardiologues, à comprendre ce qui se passait. Alors, je vais passer vite sur les endocardites, c'est pas la peine. La mitrale, eh bien, c'est une valve qui est constituée de 2 feuillets, un petit peu comme 2 voiles de bateau qui sont accrochés par des cordages. Et les feuillets peuvent s'épaissir. À ce moment-là, ça va donner des rétrécissements. Les cordages peuvent lâcher. C'est comme une voile de bateau qui serait plus amarrée. Donc, à ce moment-là, la valve n'est plus continente et il y a du reflux dans l'oreillette gauche. Et tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce qui concerne les insuffisances mitrales, on sait les réparer. Je vais passer parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais juste vous montrer, alors toujours l'échographie, les visualisations en tridimensionnel. On peut voir les feuillets. C'est comme si on était vue d'avion dans l'oreillette et on peut voir l'ensemble des feuillets. Là où ça ne va pas, on va dire au chirurgien, tu vois, il y a une lésion très localisée à cet endroit-là, c'est là qu'il va falloir réparer. Donc on a des outils techniques maintenant extraordinaires pour préciser les lésions. Là, c'est un rétrécissement mitral, c'est-à-dire vous voyez que la valve est très épaissie, calcifiée, elle ne s'ouvre plus, les commissures sont fusionnées. Ça, on n'en voit quasiment plus parce que le rhumatisme articulaire aigu a disparu. On pouvait ouvrir la valve avec un ballonnet, mais très souvent, on mettait une prothèse mécanique au niveau de cette valve pour guérir cet rétrécissement mitral. L'insuffisance mitrale, c'est aussi très fréquent et il y a toute une série de causes qui vont à une rupture de cordage isolé et une maladie de Barlow. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a trop d'étoffe, il y a trop de voilure et la valve va balloniser et ne va plus être continente. Vous voyez, ça c'est un exemple. La valve est très épaisse. Elle ballonise, elle descend dans l'oreillette gauche, et puis le tridimensionnel nous montre qu'il y a au milieu de la valve cette partie de la valve qui bascule dans l'oreillette gauche. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça se répare tout ça. Je vais passer. Là, c'est le 3D. Ça, c'est l'endocardite, je passe. La bonne nouvelle, c'est que le chirurgien actuellement, plutôt que de changer la valve, quand elle est anatomiquement favorable, eh bien, il va la garder, il va faire de la plastie. Et ça, il faut vraiment rendre hommage à M. Carpentier, qui est aussi le créateur du Carmat. C'est lui qui a mis en place toute cette stratégie, tout ce protocole de conservation de la valve mitrale. On appelle ça des plasties Carpentier. Aux États-Unis, on appelait ça the French correction, la correction française. Et ça, on le doit à M. Carpentier. Donc, le but du chirurgien, c'est pas de mettre une prothèse. La prothèse, ça donne des complications. Quand il peut garder la valve, et on a des techniques extraordinaires, eh bien, on garde les valves. Vous voyez, la valve fuit à gauche, la valve est réparée au milieu, et à droite, il n'y a plus de fuite. Donc, on garde les valves. C'est assez extraordinaire, et on empêche aux patients d'avoir des anticoagulants, en l'occurrence quand ils sont jeunes. Nouvelle technique aussi. Avant, on ouvrait le thorax par le milieu. Maintenant, on est capable de faire de la vidéochirurgie sur certaines indications bien précises. Et donc, vous voyez, le patient, il n'a plus de cicatrices. Pour une femme, c'est encore plus intéressant. Donc, j'ai fini. Voilà. Je vais finir en vous disant qu'il y a plein de nouvelles techniques. Je parlais tout à l'heure du percutané. On est en train d'essayer de corriger certaines fuites mitrales en mettant des petites pinces, en fermant la valve, et ça par voie percutanée. Donc on est en pleine révolution de prise en charge des valvulopathies, tant sur le plan de l'imagerie que sur le plan de la prise en charge thérapeutique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est extrêmement clair. Moi, je retiens... Oh.
Vous avez du succès, hein. Je retiens deux choses. Hein. Je suis gâtée par les images, c'est pour ça. L'imagerie, hein, qui vous a fait faire des progrès extraordinaires. Et puis aujourd'hui, on en perd de moins en moins en ouvrant les gens. Hein. C'est ce que vous nous dites. Alors, il ne faut pas non plus De moins en trop moins. généraliser, mais c'est vrai que le rétrécissement aortique, je vous dis, on a commencé ces techniques il y a environ une quinzaine d'années. Il y a eu la courbe d'apprentissage. Et puis, on s'est rendu compte avec les études, parce que tout ça, c'est protocolisé, vous imaginez, c'est des réunions scientifiques, on inclut des patients, on voit la mortalité, on voit les complications. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était des résultats extraordinaires chez des malades très fragiles, très âgés, qu'on ne pouvait pas opérer. Et donc, on a descendu le seuil. Avant, c'était entre guillemets, des techniques dites compassionnelles, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de choix et on essayait de faire ça pour sauver le malade. Et puis petit à petit, ça marchait tellement bien qu'on a abaissé le seuil. Maintenant, on est à 75 ans et on est en train d'étudier chez des patients à très faible risque, est-ce qu'on peut... Bon, ça va être des résultats dans 3-4 ans qui vont nous dire est-ce qu'on va avoir le droit, parce qu'on ne connaît pas la durabilité de ces prothèses, mais c'est beaucoup plus souple. Et pour la mitrale, on est en train également... Là, c'est des patients qui sont récusés pour la chirurgie. On est en train vraiment d'améliorer les techniques percutanées. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci.